on maintient les plantaires toniques, comme s'il y avait des petites flammes dessous, ou est-ce que on doit aussi les laisser se sédimenter dans le sol? Il faut qu'il y ait un effondrement. La voûte plantaire doit glisser dans les doigts de pied, doit glisser vers le talon, quand le pied s'étale comme une patte de canard. Il faut avoir un appui très large. Cet appui très large réduit l'appui. Dès que vous élargissez un contact, il se réduit en intensité. Et ensuite, on va ou pénétrer le sol avec la chaleur des pieds, c'est-à-dire tout le bassin va glisser dans le sol, ou également aspirer l'énergie tellurique par les pieds, comme les entonnoirs, etc. Et à un moment donné, vous allez avoir simultanément cette montée d'énergie, cette descente d'énergie, et là vous vous trouvez comme si vous êtes debout sur de l'ouate. C'est ça la position juste. Si le pied appuie, il y a une réaction dans la hanche. Dans le but de la pose yoga, c'est d'avoir, c'est uniquement l'axe colonne-bassin. Le reste ne compte pas. Pour que la colonne soit libre, il faut que le bassin soit libre. Le moins de contact, le bassin est en réaction. Donc on ne fait pas comme des écoles où on va gérer le poids, la répartition. Dans les arts martiaux, on peut justifier le contact avec le sol. Parce que des fois, on part d'un talon pour frapper. Mais même ça, dans les arts martiaux plus avancés, c'est mis en question parce que quand on fait un coup de pied sauté, on frappe, on n'a pas de contact avec le sol. Il faut pas frapper avec la puissance du bassin. Dans le yoga, on part que du bassin. C'est comme une roue d'énergie qu'on va sentir ici, qui descend dans les jambes, qui monte dans le buste, qui s'étale dans les bras. La pose, elle est ici. Pour respecter cet immense dynamo ici, il faut que les pieds soient vides. Si les pieds touchent le sol, si les pieds se servent du sol, il y a une restriction d'énergie ici. On doit être sans contact, que ce soit sur la tête, soit dans les positions des mains, sur le dos, sur le côté. On explore constamment l'élimination du contact. C'est très important. Et c'est une grande valeur psychologique quand vous arrivez à travailler. Alors, avec un minimum de contact, ça veut dire que vous utilisez beaucoup moins la mémoire. Le contact, c'est la mémoire. C'est une sécurité. Donc, quand vous arrivez à travailler à vide, sans sentir le sol, sur un certain plan, le mental devient disponible. Il ne se réfère plus au passé, il est vraiment présent. Donc, c'est très important dans notre approche, le non-contact avec le sol. Donc il n'y a pas d'ancrage. Vous tirez quelque chose, quand vous revenez, ça se resserre. Donc ça stimule le pattern de revenir. La colonne est naturellement spacieuse. Elle s'est rigidifiée, elle s'est serrée à cause de la contraction. Donc vouloir étirer une contraction, pour nous c'est une erreur pédagogique. On sent la contraction, on la laisse libre. Une contraction c'est un mouvement c'est une expansion. Quand on laisse libre une contraction, elle va naturellement se résoudre. Quand la contraction s'élimine, l'espace va se recréer. Mais si j'essaie de... Je lève les bras. On va déposer les bras sur l'espace, les épaules coulent. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de dos, il n'y a pas d'épaule. Voilà, admettons, on va arriver ici. Là, l'épaule est vide, le dos est vide, l'énergie circule. Le corps devient récepteur. Je peux faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La musculature réagit, l'énergie est bloquée, la pose est fausse. La pose est juste quand les épaules sont vides. Donc, l'extension mécanique a une valeur pour la danse, peut-être, etc. Il n'y a peut-être pas de solution. Mais nous, on ne vise pas d'allonger un ligament. Le ligament s'allonge par la détente, moins rapidement que par l'extension. Mais ce n'est pas le problème. Aucune pose nécessite des ligaments longs. La pose du yoga, encore une fois, c'est uniquement l'axe bassin-colonne. Il n'y a pas de ligament entre les deux. Donc les ligaments des genoux, les ligaments des épaules n'ont pas de valeur. C'est une valeur décorative, c'est plus joli quand une pose est allongée, mais c'est pas partie du yoga. Le yoga ne se photographie pas. Donc on n'a jamais cette notion de... Il faut bien comprendre, encore une fois, tout est énergie. Donc il y a ce dynamo ici. Il faut le sentir au niveau de... Nous on en parle très peu, on en parle presque jamais dans les séminaires. Pourquoi? Parce que si on en parle, on crée une image.
Les gens vont se mettre à sentir un imaginaire, comme dans les arts martiaux, on sent l'énergie, etc. C'est généralement imaginaire. Nous, on n'en parle pas. Quand on n'en parle pas, un jour, quand on va le sentir, on ne vous a pas dit qu'il fallait sentir ça, on dit vous allez vraiment sentir. Voilà. Ce n'est pas l'imaginaire. C'est cette sensation qui fait la pause. La pause pas toujours d'ici. C'est toujours la colonne qui se libère du bassin. Si vous êtes sur la tête, c'est le bassin qui se libère de la colonne. Il n'y a rien d'autre. Si, quand je fais une pause, le mouvement vient d'ici, donc j'ai un, etc. Si je veux attraper le pied, même si je lâche les épaules, si je tire légèrement sur le pied, qu'est-ce qui se passe? Je démobilise cette région-là. Elle devient morte. La pause se fait ici. Donc nous, on ne va pas attraper le pied. On peut, si elle est longue, on peut le déposer, mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est ici. Donc c'est ce mouvement-là qui nous intéresse, c'est d'activer l'énergie, toute la région du bassin. Donc ensuite, les positions des bras n'ont aucune importance. Donc vouloir tirer pour aller plus loin ne peut faire que démobiliser cette région. C'est pour ça que très souvent on travaille les mains dans le dos pour justement se rendre compte, quand quelqu'un tire, on le fait travailler quelques mois les mains dans le dos pour voir vraiment comment il sent la pose. La pose se fait, c'est vraiment l'axe, c'est tout le bas-ventre qui monte, etc. Donc le dos va suivre passivement. Il n'y a pas de dos yoga, le dos est complètement passif pendant très longtemps. Quand la passivité technique du dos est vraiment activée, à ce moment-là, le dos devient très actif. Mais ce n'est plus un dos. C'est plus un dos de tension, c'est un dos élastique. À ce moment-là, il n'y a pas de devant, derrière. Une pose yoga, on sent la pose dans toutes les directions. Mais pédagogiquement, pour ça, pendant des années, on va travailler que le devant. Pourquoi? Parce que la musculature, elle est dans le dos. Pour que le dos devienne vraiment vide. Quand le dos va être vide, à ce moment-là, un peu comme le souffle, pendant très longtemps, on a le souffle devant. Hier, on a travaillé avec le souffle derrière. Aujourd'hui, on travaille le souffle partout. Donc, le fait de sentir devant est pédagogique. C'est pas juste, à mon avis, il n'y a pas de devant derrière. Mais donc, la moindre élongation, quand je fais une élongation du buste, où j'ai les bras déposés, je peux de temps en temps jouer. On va dégager les dernières côtes. Mais si je me serre des bras pour faire le mouvement est moins important ici. Donc je ne me sers jamais des bras. Les bras prolongent quand on fait le Trikonasana. On a les bras qui suivent, on doit les travailler comme ça. On peut travailler en Anjali, on peut travailler devant, on peut travailler derrière. Donc quand le bras est ici, c'est pas pour tirer. C'est uniquement parce que le bras prolonge la ligne, etc. On peut travailler comme ça, etc. Donc le bras est toujours totalement secondaire. Dans une pose de yoga, il faut toujours mettre en question les bras et les jambes, se rendre compte que le cœur de la pose, c'est toujours l'axe bassin-colonne. Quand on a compris ça, on se rend compte qu'il n'y a pas 10 poses de yoga. Tout le reste, c'est des variantes. On peut faire la même chose debout, on peut la faire allonger sur le ventre, allonger sur le dos, on peut la faire sur la tête. C'est toujours la même pose. Des noms différents. Ça travaille des régions légèrement différentes de la colonne, mais l'élément essentiel est le même. Donc l'étirement est un nom... l'étirement, tant que le dos résiste, est faux. Si le dos est vraiment vide, on peut faire quelque chose qui pourrait physiologiquement ressembler à un étirement. Mais c'est un mouvement global de la pose, c'est un étirement qui ne tient pas. Mais l'étirement où je sens la région lombaire qui tire, et moi je tire de l'autre côté pour étirer, ça n'a pas de sens pour ce qui est de découvrir cette corbeille d'énergie qui est la base du yoga technique. Donc on ne cherche jamais à faire une pause, on cherche à sentir ce qui empêche. Voilà. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche que le bras soit vide? Ce n'est pas de lever le bras qui m'intéresse, ça n'a aucun intérêt. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui empêche. Voilà. Il n'y a rien, il y a peut-être l'épaule apparaît. Alors, je sens l'épaule. Je sens la tension. Je ne me détends pas. Il n'y a pas de détente en yoga. La détente est une fuite, on ne détend jamais. On sent la tension. Et puis je reviens très consciemment. Et vous allez voir, quand vous êtes complètement revenu, la tension de l'épaule va se lâcher. L'épaule lâche. Ça, c'est la première étape. Quelques mois après, quelques années après, selon votre capacité, vous levez le bras, il n'y a rien. Ah, peut-être l'épaule se formate. J'ai gagné. Je ne détends pas l'épaule. Je sens l'épaule tendue. Je reviens très consciemment,
très consciemment, j'ai complètement enlevé cette épaule tendue, et voilà, maintenant l'épaule a lâché. Je n'ai pas eu besoin de revenir complètement. Alors quand l'épaule a lâché, je recommence. Alors je monte, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. L'épaule apparaît, j'ai gagné. Je ne détends pas l'épaule. Pourquoi? Parce que si je détends l'épaule, je suis passé à côté. Le schéma sera encore là la prochaine fois. Donc je ne détends jamais. Je sens la tension. Je me donne toute mon attention, et de cette écoute de l'attention, et je reviens, hop, ça suffit, l'épaule a lâché. Je ne reviens pas plus loin. Alors comme il n'y a plus d'épaule, je continue. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, l'épaule se formate. Je m'arrête. Je n'ai même pas besoin de revenir, ça peut lâcher. Uniquement le fait d'être conscient. Alors je continue. Je sens l'épaule va se formater. Elle n'est pas encore formatée. Je m'arrête avant l'attention. Le fait d'être totalement en conscience, l'attention ne se formate pas. Je continue. Je sens l'attention va se faire, je ne m'arrête même pas. Le simple fait d'être totalement attentif, l'attention ne se fait pas. Et on est passé toutes les pauses. Je vais en avant, je fais une tension, je reviens, la tension lâche, première étape. Je vais en avant, une tension, j'ai gagné, je sens la tension. Je reviens, ça suffit, ça a lâché, etc. Dans toutes les pauses. Pendant des années, on ne travaille que comme ça. On n'a jamais une pause, parce que quand vous sentez une tension, cette tension se fixe dans la cérébralité, dans la mémoire. Donc on ne laisse jamais ça faire, ça va toujours avant. Donc on doit vraiment nettoyer le cerveau de tous les engrammes de tension. Donc l'élongation fait partie des tensions qu'on ne va jamais rencontrer. Alors, des fois on rencontre, parce notre corps ne nous permet pas de faire une pause vite, donc on va sentir des fois quand on fait des rouleaux, quand on est sur les mains, des fois on sent un appui. Voilà, on le sent. On va faire un maximum pour utiliser tous les truchements tactiles possibles pour déposer, pas pour appuyer, pas pour dresser, pour déposer. Après, il faut habiter, parce que ce qui est déposé est mort. Mais le dépôt fait partie de les premières années du yoga, on dépose le corps. Après, on ne dépose plus. Parce que si je dépose la main, la main est morte, c'est pas ça. Non. Ensuite, j'ai commencé par déposer, ensuite je dois habiter le mouvement. Si le bras devient vraiment vivant. Pourquoi? Quand le bras est déposé, si le sol s'écroulait sous le bras descendrait plus loin. Ça, c'est faux. Quand vous faites une pause, quand vous êtes en avant, le bras est déposé. Si le sol s'effondre, le bras ne doit pas descendre. Le bras est déposé. Voilà. Si l'espace s'effondre, le bras ne descend pas. Là, le bras est vraiment déposé, il est vivant. Cette même dépôt sur l'espace, je dois l'avoir sur le sol. Donc, on n'est jamais appuyé. Donc, quand on dit déposer le poids, c'est momentané. Mais il faut on passe par là. Ensuite, il faut habiter. C'est uniquement quand c'est habité que l'énergie circule, on brûle le contact avec le sol. Mais déposer, c'est encore mort. Donc, en tout cas, l'élongation ne fait pas partie de notre panoplie. Quand on fait une posture pour longtemps, comme on a fait hier, ça, et à un moment donné, au début, c'est facile, à un moment donné, ça commence de se, je sais pas le mot, de se contracter. Comment on travaille avec ça? Il faudrait presque dire qu'il faut revenir à ce moment-là. Ah oui. Progressivement, ce sera de plus en plus long avant que ça se contracte. On peut aussi laisser venir un peu la contraction, et là c'est ce qu'on vient de dire. Donc quand tu vas revenir lentement, bien sentir la contraction, pas détendre, sentir la contraction, et puis tu reviens très lentement et vois à quel moment la tension va lâcher. Des fois il va venir complètement, et ça lâche, voilà. Puis petit à petit, des fois pendant le retour, des fois ça lâche. Alors tu peux reprendre la pause. Puis après, comme on a dit, tu reviens un petit peu, ça suffit pour que ça lâche, donc tu reprends la pause. À un moment donné, tu sens la tension dans la pause, ça peut lâcher dans la pause. Mais au début, si c'est parce qu'on est resté longtemps dans la pause, il faut accepter sa capacité
pas laisser l'attention augmenter. Sinon, c'est ça qui va se fixer dans la mémoire. Donc, il faut mieux revenir. Il vaut mieux des fois revenir complètement, vraiment vider le corps, et essayer de refaire la pause des fois une deuxième fois. On peut faire ça aussi. On l'a fait en début de séance, puis il y a une contraction qui s'est mise, on arrête. Puis en fin de séance, on refait la même pause pour voir si elle passe mieux, à quel moment la contraction vient, etc. Et pas rester avec la contraction. Si y a une légère contraction, on explore. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de contraction psychologique. Si je sens la main tendue, ça ne me gêne pas. Mais si je me sens tendu, c'est faux. Si je me sens tendu, je crée un lien psychologique. Donc, je peux avoir l'épaule tendue, mais je ne suis pas tendu. Si on me pose la question, est-ce que tu es tendu? Je dis non, je suis détendu. Dans cette détente, je sens l'épaule tendue. À ce moment-là, on peut explorer des fois la tension de l'épaule. C'est ça la différence. Quand quelqu'un commence le yoga, il écarte les jambes, il va en avant, on lui demande comment tu te sens. Il dit, je me sens tendu. Mais s'il travaille avec une bonne orientation, quelques années après, il fait la même pose, il se penche en avant, et comment tu te sens? Il dit, je suis détendu, mais je sens une tension dans le dos. À ce moment-là, le dos, on ne s'approprie plus la tension. On sent le dos tendu, mais on n'est pas tendu. Quand mon poing est tendu, je ne suis pas tendu. Ma main est détendue, je ne suis pas plus détendu. Ma main est détendue, mon poing est tendu, je ne suis pas tendu. Le ventre est tendu, je ne suis pas tendu. Le dos est tendu, je ne suis pas tendu. Quand on sent la tension comme ça, alors on peut plus explorer la vibration, le rythme de la tension. Mais si je me sens tendu, il faut arrêter. Parce que là, je stimule tout l'élément affectif. Mais c'est un jeu, il n'y a pas de règles, je ne connais pas les règles. Il faut jouer. Je me rappelle que Jean disait il faut observer et ça va s'évanouir aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un niveau déjà plus avancé. C'est vrai aussi, bien sûr. Mais souvent, avant que ça s'évanouisse, il faut revenir souvent pour que ça se réduise. Le corps n'aime pas la violence. Quand on a un problème, si vous avez peur des chats, de dire je vais aller dans une fourrière, avoir plein de chats, je vais vraiment avoir peur et je vais voir comment ça s'évanouit. Ça ne marche pas forcément immédiatement. Progressivement, vous rendez compte de la réaction, vous revenez, quand il y a un chat, vous sortez, puis un jour, effectivement, on peut voir le chat, sentir la contraction, rien faire et ça va bouger, Jean a totalement raison. Mais pédagogiquement, souvent, il faut faire des allers-retours pour pas qu'il y ait trop de confrontation violente. C'est la même chose pour la pose assise, quand on sent des densités dans le dos, il faut jouer avec l'effondrement. Oui, il ne faut pas laisser le dos tendu. Il faut changer de pose, écarter, allonger les jambes. Il faut innover. C'est à vous de trouver quel est le mouvement dans lequel vous lâchez le plus. Ça dépend de sa morphologie. Il y a des gens qui peuvent passer des heures assis sans sentir les jambes. Il y en a des qui sont assis 10 minutes, ils ont mal quelque part. Donc, il n'y a pas de règle. Il y en a pour qui allonger les jambes, c'est une absurdité. Ça, c'est pas la peine. Il y en a pour qui ne pas les allonger, c'est une absurdité, parce que sinon le bassin se bloque. Donc il faut être créatif. Chacun doit inventer un yoga qui lui correspond au niveau physiologique. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous correspond. C'est à vous de trouver. Comment vous trouvez en écoutant. Donc il n'y a aucun savoir requis. La seule chose requise, c'est l'écoute. Puis chacun doit faire la pause légèrement différemment, selon sa morphologie, il doit rester un temps différent, etc. Donc soyez créatifs, prenez pas, il n'y a pas d'impératif catégorique, il ne faut pas rester, non, ça ne veut rien dire. Non, vous écoutez, et aujourd'hui, dans cet instant précis, vous explorez comme ça. Demain, c'est un autre monde, il n'y a pas de règles. Oui, il faut absolument, pour qu'il y ait un mouvement physiologiquement juste, il
faut que la sangle abdominale soit tenue. Au début, on vous dit, à la fin de l'expiration, de rentrer le ventre, mais on vous dit de lâcher le ventre en inspirant. C'est faux, mais c'est pédagogique. Beaucoup de gens arrivent, le ventre est un endroit psychologiquement problématique. Pour eux, explorer cette zone complexe, on vous suggère pendant quelques années de rentrer le ventre en expirant, de sortir le ventre en inspirant. Pas exagérément, mais de sortir quand même. Si vous faites un mouvement en lâchant le ventre, la région lombaire est en porte-à-faux. Si vous penchez, vous soulevez une valise en lâchant le ventre, vous allez enrichir un ostéopathe. Quand on soulève une valise, on tient le ventre. Dans les cours d'arts martiaux, si vous allez voir des cours d'arts martiaux pour enfants jeunes, de 8 ans, 10 ans, quand ils donnent un coup de pied, qu'est-ce qu'on leur dit de faire? On les fait crier. Pourquoi? Parce que si on dit à un enfant de tenir son ventre, c'est trop compliqué, il ne comprend pas. Mais si on dit à un enfant de crier, à ce moment-là, quand l'enfant crie, ça il sait le faire, il y a une contraction abdominale, il peut frapper, même s'il frappe mal, il ne va pas se faire mal. Donc c'est très important quand il y a un mouvement, que la contraction soit là. Donc au début, on fait des mouvements toujours après l'expiration, parce que le ventre est tenu. On fait le mouvement, ensuite on inspire. À un moment donné, on va vous dire, à l'expiration, on rentre le ventre, à l'inspiration, on tient le ventre. C'est une autre étape. Le ventre s'est assoupli. À ce moment-là, théoriquement, on pourrait faire des mouvements pendant les 4 temps respiratoires. Parce que le ventre est toujours tenu. À l'inspire, rétention, à l'expire, rétention. À ce moment-là, généralement, on ne va plus faire le mouvement pendant le vide. Parce que le vide est un moment sacré, c'est un peu un sacrilège de bouger à vide. Mais au début, on n'a pas le choix. Donc généralement, on va faire le mouvement, pas à l'inspiration non plus, parce que l'inspiration a un côté intentionnel, pour ne pas le simuler. Donc on va expirer, le ventre rentre, on inspire, et c'est pendant le plein qu'on va faire le mouvement. Pourquoi? Parce que l'expiration ou l'inspiration, il y a une quarantaine de muscles qui interviennent. On essaie de faire un mouvement sans activité musculaire, avec une activité musculaire minimum. Donc cette musculature gêne un peu l'observation, va parasiter le fait de travailler vraiment sans musculature. Donc on inspire, repos, et à plein on fait le mouvement. Plus tard, il y a certains mouvements qu'on peut justifier dans une expiration, certains dans une inspiration, mais pas comme le yoga gymnastique du sud de l'Inde, où effectivement quand on se dresse on inspire, quand on se penche on expire. Ça vient de la gymnastique suédoise des années 1880, etc. Ça ne fait pas partie du yoga. Mais le moment après l'expiration, devient un moment trop intime pour bouger. C'est vraiment pendant la rétention. Et puis progressivement, les premières années, on met l'accent sur l'expiration, longue expiration. Plus tard, c'est l'inspiration qui devient importante, parce que c'est l'inspiration où l'énergie est canalisée par le canal central. Plus tard, l'expiration et l'inspiration devraient s'égaliser. Plus tard, l'expiration et l'inspiration vont se réduire et les temps de vide et de plein vont augmenter. Et quand quelqu'un travaille vraiment traditionnellement, l'expiration est assez courte, parce qu'il n'y a rien à éliminer. L'inspiration est assez courte, c'est pendant le vide que l'éveil d'énergie se fait, et les rétentions sont vraiment longues. Jean Klein disait que pour lui, son temps de rétention, c'était 40 secondes dans les pauses. C'est un temps confortable. Et le temps de rétention, c'est le temps minimal. C'est-à-dire, s'il y a des pauses, vous êtes bien en rétention 30 secondes, et d'autres, c'est que 10 secondes, c'est 10 secondes entre rétention dans les pauses. Pas faire une pause facile sur la tête, par exemple, on peut rester très longtemps en rétention. Mais si dans les cambrures poussées, pour ma capacité, au bout de 10 secondes, je sens qu'il faut expirer, c'est-à-dire ma rétention sur la tête, c'est 10 secondes. C'est pas 30 secondes. Après, progressivement, on va augmenter la rétention. Donc, on travaille vraiment, c'est pendant la rétention positive qu'on fait le mouvement. Et pendant très longtemps, tant qu'on lâche le ventre, c'est vraiment pendant le vide qu'on fait le mouvement. Il y a d'autres écoles qui disent le contraire. Donc, je connais tout à fait d'autres raisonnements. C'est du Zikachar ou Krishnamacharya ou Kuvadyananda qui ont d'autres points de vue. Ils sont respectables, mais le but n'est pas le même. Eux, ils ont un but religieux, ils ont un but de purification. Pour ça, ils inspirent
par la poitrine, médiane inférieure, ils expirent par le ventre, etc. C'est juste de leur point de vue. Mais pour ce qui est de découvrir cette disponibilité dans la voie directe, il y a une technologie qui correspond à ce qui est recherché. Dans des écoles, on cherche d'autres éléments, d'autres effets physiologiques. On travaille autrement, c'est juste aussi, bien sûr. Et du coup, de se mettre sur la tête, ça veut dire que l'énergie descend à travers par les pieds. Absolument. On pose sur la tête, sur les épaules. C'est pour ça que c'est des poses sur lesquelles on reste plus longtemps que dans les autres poses, parce que ça permet cette stimulation d'énergie ascendante. Mais si on ne peut pas se mettre sur la tête, on ne perd rien. Voilà. C'est pour ça que les poses sur la tête sont des poses. On travaille assez peu les variantes, contrairement à beaucoup d'écoles. Il y a des gens qui sont constamment en train de se tourner, s'étirer, etc. Mais là, c'est pour travailler la colonne, pour travailler le dos. Le pose sur la tête, c'est vraiment une pose sacrée, c'est une pose de pure réception. Les pieds deviennent comme des calices, et l'énergie descend, monte, le long de la colonne. Et après la rétention, on traverse la tête, on descend. Donc on est un pur canal. Alors peut-être au début de la pose, donc on n'est pas bien installé dedans, on peut s'amuser d'écarter les jambes, plier les jambes, faire des torsions, élongations pour... Voilà, mais quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus rien sur les bras, quand la pose est vraiment vide, on reste tranquille. Et on laisse l'énergie vraiment descendre. La pose statique est 1000 fois plus importante que la pose dynamique. La pose dynamique, c'est un travail pour les enfants. Quand quelqu'un est jeune, on veut structurer son corps, on peut faire des poses dynamiques. Mais sinon, le travail musculaire bloque complètement les nadis, les canaux d'énergie. Donc, la pose sur la tête, c'est la première pose où on est complètement vide. Si on peut la faire, c'est vraiment vide, il n'y a vraiment rien. Il faut rester vide, pas faire d'extraordinaires étirements, élongations, torsions, qui resolidifient le corps, qui donnent une impression égotique de puissance, de force, on sent très bien. Après, mais c'est un imaginaire. C'est une pause, on va disparaître. C'est une colonne qui se réduit, et on était comme une aiguille. Il n'y a plus aucune épaisseur. Il y a un tout petit fil. Vous sentez une colonne très très ténue d'énergie qui monte, qui descend. La peau disparaît complètement. Donc il ne faut pas se perdre dans les variantes qui ont une valeur quand on a 20 ans pour équilibrer certains éléments, mais c'est des poses en statique. La pose sur les épaules, c'est exactement la même chose, c'est une pose profonde. Soit Savamgasana, Vipaññata Karani, on reste, on absorbe. C'est pas une pose de travail. On peut aussi au début, on joue un peu, mais à un moment donné, il faut rester tranquille. On laisse vraiment l'énergie circuler. C'est des poses de grande intimité. C'est pas sur les épaules, il n'y a pas une cassure au niveau de la nuque. Il y a une cassure extérieure, mais c'est pas une cassure qui bloque l'énergie. Au contraire, ça permet l'énergie de saturer la zone de pureté. Et quand vous revenez sur les épaules, il y a comme un coiffe d'énergie, un peu comme un serpent qui se met au-dessus de votre tête, qui tire la tête, l'impression que la tête est soulevée, etc. Ça libère ce centre-là qui est très important parce que c'est là que les énergies positives et négatives arrivent à un point. Et ensuite, le canal central vers le sommet de la tête n'est pas tracé, il est potentiel chez l'être humain. Chez beaucoup de gens, l'énergie va aller vers le centre de commande, qui est une forme de dispersion dans la voie directe. Nous, on va laisser l'énergie s'accumuler ici, et toutes les poses finalement du yoga, on a toujours une cassure cervicale, on a toujours la 7e cervicale qui est légèrement ouverte vers l'avant, avec Jalandhara, ou en arrière légèrement, on déplace, là, l'énergie est bloquée. Donc quand je reviens d'une pause, quand je suis entraîné, entre chaque pause, je ne vais jamais passer à la verticalité. Ou je casse la 4e, 5e lombaire, ou je bloque là, ou je bloque la 7e cervicale. Les deux possibilités. Donc quand je reviens d'une pause, je vais toujours ou bloquer l'énergie ici, ou bloquer l'énergie là. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'échappe pas. Quand je fais 15 pauses, et chaque fois le passage, l'énergie est bloquée. Quand je lâche la 15e pause, l'énergie qui s'est accumulée va vraiment tracer le canal central. Au début, non. Au début, je fais une pause, j'ai compensé, j'ai étiré, je reviens. Il faut que la pause se vide. Alors là, j'ai besoin de la verticalité. Mais l'énergie,
Le fait même de revenir doucement d'une pause est une forme de perte d'énergie. Quand la pause est bien faite, on revient dans l'instant. Parce que quand on est lentement, l'énergie se disperse. Et quand on revient à la position assise, beaucoup est déjà dispersé. Mais au début, si on revient rapidement, ça crée des tensions. On revient très lentement. Et après, si on peut, on revient très vite dans une pause. On prend les pauses très vite aussi. La lenteur, c'est uniquement pédagogique. Donc ce centrage d'énergie est vraiment important. Mais on le découvre en travaillant. Ça ne va pas être une théorie. Moi j'ai une question sur les caractéristiques ou la qualité du sommeil quand on a fait une pratique et qu'ensuite il n'y a plus d'activité, on s'abandonne et qu'on tombe dans le sommeil. Est-ce que c'est la même chose que le sommeil nocturne ou non, justement? Vous voulez dire le soir ou non? Non, dans une séance de, oui. de pratique. Alors oui, c'est des sommeils proches du sommeil profond. C'est des sommeils très réparateurs. Il ne faut pas hésiter après de... Il ne faut pas tomber dans le sommeil, il faut laisser le corps tomber. Si vous vous allongez, laissez le corps partir, mais partez pas. C'est très important. Il faut toujours être derrière. Pas consciemment, mais comme conscience. Vous déposez le corps, c'est comme le soir, il ne faut pas s'endormir. Si vous endormez le soir, vous avez besoin de 7 heures de sommeil, vous vous réveillez fatigué. Le soir, on dépose le corps. On dépose le corps, s'endort, on ne s'endort pas. Si on s'endort, ça empêche la récupération. Si vous laissez le corps s'endormir, il faut 3-4 heures de sommeil. Si vous endormez, il faut 7-8 heures. Donc on laisse le corps s'endormir, on dépose le corps. Le corps s'endort. Là, après la séance de yoga, vous déposez le corps. Mais sombrez pas dedans. Si vous sombrez, vous allez rentrer dans un état de rêve. Si vous laissez aller, c'est pareil. Puis il y a des fois un songe, des fois quelque chose de très révélateur. C'est autre chose. Mais le rêve psychologique, non. Ces petits moments, on peut avoir assis aussi. On dit, vous êtes assis, l'effondrement du corps. Là, il y a des fois ces moments où on rentre dans ces états proches du sommeil profond. Ce n'est pas le sommeil profond au niveau physiologique, au niveau médical, mais c'est des éléments très proches. Des zones du cerveau qui sont vraiment... qui arrêtent de travailler. C'est comme quand vous éteignez un téléphone, le téléphone se repose, voilà, le corps se repose. Donc il peut y avoir une forme la tête peut tomber, mais vous ne tombez pas. Vous ne sentez pas le corps. Vous êtes présent, mais si le feu prend dans la salle, vous pouvez tout de suite réagir. Quand ça s'approche de vous, vous le sentez. Mais vous ne sentez pas le corps. Donc c'est des moments, il faut se donner à ces moments-là. Après le cours, c'est après le cours qui est le moment le plus important. Tant que vous travaillez, le fait même de l'action crée souvent une forme de participation affective qui empêche la résonance. Donc vous travaillez 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis vous arrêtez, vous ne faites plus rien. Et c'est là que la chose va se faire. C'est pour ça si vous avez 2 heures pour travailler, vous travaillez 1h40 et passez 20 minutes tranquille après. Vous avez 3 heures, vous travaillez 2h40, le temps après est très, très important pour intégrer. Pas se ruer sur la cuisine, sur la lecture, sur le marché, il faut rester tranquille. On doit intégrer, même au niveau cellulaire, c'est vrai, au niveau tous les éléments des glandes, il faut intégrer l'énergie. Si après le yoga, je bouge, c'est les muscles qui vont intégrer le prana. Si je reste tranquille, c'est les organes internes qui vont intégrer. Donc il faut rester vraiment tranquille après. On ne peut pas dire le temps, ça dépend. Chacun a une capacité d'intégration différente. Et cette capacité augmente avec la pratique. Donner quelques minutes suffit, des fois avant il faut une demi-heure. Mais vous devez respecter ce temps. Donc des fois il faut réduire le temps de pratique pour avoir plus de temps après pour intégrer la pratique. Si on voulait construire un corps puissant, vigoureux, arriviste, on ferait le contraire. On rentrait dans l'effort physique après la pratique du yoga pour fixer le prana dans la musculature. Ce qu'on fait dans certaines écoles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les organes internes. Pour ça, il faut que les muscles soient vraiment détendus
Et c'est les organes internes qui vont absorber le prana. C'est très important. Donc c'est pour ça que quand on étudie la médecine indienne, la médecine chinoise, tibétaine, perse ou arabe, la manière dont on voit le foie, dont on voit la rate, dont on voit le rein, dont on voit le cœur, sont très très différentes parce que ça correspond finalement à des modalités de la conscience et ce n'est compréhensible la physiologie que par rapport à la globalité conceptuelle finalement, de l'approche. Donc un taoïste, qu'un médecin chinois parle des reins, il ne parle pas de la même chose qu'un Indien parle des reins. C'est une image, ça représente quelque chose, ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est des représentations. Le foie, c'est une représentation. C'est très culturel ce qu'on ressent des organes. Dans les organes sont des ressentis, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre scientifiquement la médecine traditionnelle, parce qu'elle parle d'autre chose. On utilise les mots des organes, mais en réalité on parle tout à fait d'autre chose. Comme quelqu'un qui pourrait comprendre la colonne vertébrale en regardant les peintures indiennes de yoga. Voilà, dans la tradition indienne, il n'y a pas de courbure ni de cambrure dans la colonne. La colonne est représentée droite, c'est pas pour rien. Ça veut dire quelque chose. La physiologie, c'est autre chose. Donc la physiologie des organes internes, c'est pas la physiologie de la science moderne. C'est vraiment les organes internes. Quand on parle du Tantien, quand on parle du Chi, quand on parle de la corbeille d'énergie en yoga, on ne va pas chercher quoi ça correspond à rien. C'est une autre manière de voir, c'est une autre carte. C'est une carte qui a ses ramifications spécifiques, qui n'est pas en accord avec d'autres cartes. Chaque carte, c'est finalement une grille différente. Le cerveau a des grilles innombrables. Les grilles chinoises, c'est une grille, indienne. Dans les organes internes, c'est une expression poétique finalement de ces grilles. Et c'est le corps pranique, c'est le corps d'énergie. Et ensuite, ce corps d'énergie finalement sécrète ce que nous on va appeler les organes. Mais les organes externes, on va dire, sont une forme de concrétisation. C'est un peu comme quand vous regardez un arbre, mais finalement, il y a avant le mouvement d'énergie, et puis ensuite, l'arbre va s'incarner suivant cette énergie. Quand vous regardez un arbre extraordinaire, mais les branches ont suivi un courant d'énergie qui précédait les branches. Ça, c'est l'arbre interne. Et quand on va couper l'arbre, pendant ces années, il reste cet arbre interne sur place. On peut le sentir. Donc c'est ça, c'est ce corps énergétique finalement. Ce n'est pas les organes internes physiologiques. Et comme ce corps subtil, c'est le premier reflet de la conscience, au plus ce corps subtil est nourri, on va dire, simplement, au plus il va refléter la conscience. Ça, c'est le point de vue du yoga, qui n'est pas le point de vue de la démarche directe, mais du point de vue du yoga, on le voit comme ça. Est-ce que les pratiques de yoga et de tai chi peuvent se bonifier réciproquement et en pratiquant du tai chi, le yoga, enfin ces deux grilles de lecture, est-ce qu'elles peuvent profiter l'une à l'autre en fonction de son histoire? Superficiellement, oui. Profondément, non. Parce que dans le yoga, on situe l'énergie à l'extérieur. On respire dans l'espace. Dans le tai chi, l'énergie est interne. On va centrer l'énergie. Le tai chi est quand même, c'est une invention moderne, mais c'est quand même une résultante de très nombreuses écoles d'arts martiaux. On a démartialisé le tai chi, sauf certaines écoles, pour en faire une discipline de santé. Mais la base est quand même un élément martial. Donc dans le tai chi, vous allez toujours avoir un ancrage dans le sol. Il ne faut pas qu'on puisse vous faire gicler quand on vous pousse. Il faut que vous frappiez, vous ayez une base. Pour frapper, il faut sentir l'énergie. Au centre du corps, on frappe de cette région-là.
Le yoga n'est pas un art de combat. Il y a les arts de combat en Inde, de nombreux, mais le yoga n'est pas un art de combat. Donc quand vous êtes sur la tête, si on vous souffle dessus, peut-être vous tombez. C'est voulu comme ça. C'est ce qui me permet d'avoir un non-contact total avec le sol. Donc on n'a pas du tout les éléments martiaux. D'essayer de ne pas être déraciné, c'est important dans les arts de combat, mais c'est totalement faux en yoga. Dans le yoga, personne ne vous attaque, personne ne vous pousse. Alors vous allez faire de nombreuses découvertes. Bien sûr, dans le tai chi, vous avez, ça fait qu'un mouvement ne se finit jamais. La fin d'un mouvement, c'est le début d'un autre mouvement. Tout ce qui va dans un sens, on va repartir, etc. Dans le yoga, on a la même chose. Mais le souffle est très différent. Et à un moment donné, vous travaillez avec un souffle interne qui densifie le corps, pas qui tend le corps, mais qui densifie le corps. Et quand vous allez travailler la posture de l'arbre, vous allez rester 1 heure, une demi-heure, vous densifiez l'énergie. Alors bien sûr, tout est vide, bien sûr, mais il y a une densification qui se fait, qui est justifiée pour les arts de combat. Dans le yoga, on ne densifie pas l'énergie. L'énergie est dispersée et qu'on placée à l'extérieur. C'est cette dispersion qui va créer le centrage, et qui est un centrage non intentionnel. C'est un centrage par non-utilisation d'énergie périphérique. Donc, si vous étudiez par exemple les manuscrits du yoga taoïste, vous allez voir qu'ils se rapprochent beaucoup plus du yoga que du tai chi. Donc le Qigong, le Tai Chi, c'est des disciplines de santé, des disciplines martiales, relativement. Donc ils ont encore une optique de survie individuelle. Dans le yoga taoïste, dans le yoga islamique, comme Darasukho, quand il y a eu des passages de l'Inde avec la Perse, ou de l'Inde avec le monde arabe, on va y retrouver ce même travail interne, mais c'est pas le même... c'est pas la même orientation. Donc je pense que c'est très difficile, si vous poussez le tai chi, si vous poussez le yoga, de ne pas avoir des moments où il y a une forme de confusion. Quand vous allez être sur votre lit de mort, il va falloir choisir quelle manière de respirer. Et il faut qu'il y en ait une qui soit automatique. Et ensuite, il y a également le fait du temps. C'est que si vous voulez vraiment goûter un art, il faut dépasser la technique. Tant que vous pensez à la technique, l'art est peu poétique, l'art est peu stimulant, l'art est peu vivant. Pour dépasser la technique, il faut beaucoup pratiquer. Et donc beaucoup de gens qui ont une vie de famille, qui ont une vie, vous avez un chien, vous avez des impôts à payer, vous avez ménage à faire, c'est difficile de faire 4 heures de yoga, 4 heures de tai chi, 4 heures de qigong, etc. Il vaudrait mieux, dans un premier temps, faire une seule chose, intensément. Puis quand vous pensez, vous l'avez vraiment intégré, peut-être ce serait intéressant d'arrêter et de pouvoir aborder une autre technique. Peut-être plus tard, vous allez faire des ponts. Mais il faut que ça devienne vraiment organique. Mais c'est difficile d'apprendre 2 techniques qui sont proches quand même, mais c'est le souffle qui va faire l'énorme différence. En tai chi, vous avez toujours cette... Il faut absorber. Il faut maintenir une très grande densité qui est totalement justifiée, bien sûr, au niveau du combat, qui est justifiée au niveau de la santé, pour stimuler les organes internes, mais pas ceux dont j'ai parlé, les organes internes externes, selon par la médecine chinoise. Mais pour nous, le souffle est extérieur. On n'a aucune... on ramène des fois le souffle, mais pédagogiquement, on travaille beaucoup plus sur l'extérieur. Mais le tai chi est un art magnifique, donc il n'y a aucune critique de ça. En tout cas, espacez les deux. Si vous voulez faire, faites un le matin, un le soir. Donc si après la séance de yoga, vous laissez toute la séance mourir, qu'il n'y a plus de mémoire, peut-être le soir, vous pouvez travailler le tai chi intelligemment. Et après la séance de tai chi, il faut également vous asseoir, tout oublier, plus de mémoire. Là, le matin, vous pouvez travailler le yoga sans... C'est possible, mais il ne faudrait pas enchaîner. Pas faire 2 heures de l'un et ensuite 2 heures de l'autre. Là, les ponts qu'on va créer sont des ponts mécaniques, bien sûr, il y en a. Et à ce moment-là, si vous apprenez à couper le blé avec une faux, vous allez également trouver des ponts. Parce qu'il y a des ponts partout quand on est intelligent, quand vous êtes sensible. Dans n'importe quelle activité, vous allez découvrir des liens,
parce que le corps est le même partout. Donc il n'y a pas... Voilà. Et au moins séparer les deux. C'est une dernière question, puis on va plus concret. Dans Kapalabhati et Vastrika, on a des séries de 11 et surtout on s'arrête avant d'être fatigué. Oui, mais ça fait un moment que vous avez dépassé Non, mais je ça. parle pas de ça du coup. Je parle des pranayama. Est-ce qu'on a aussi cette notion de... Pranayama, c'est 12, c'est pas 11. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on a cette notion de fatigue ou de durée Non, s'il y a des fatigues, non, le pranayama doit être absolument sans fatigue. et du coup, on peut... Il n'y a pas de notion de temps en fait. Ben, disons, vous faites 12 fois un pranayama. Au début, vous expirez en, je sais pas, 10 secondes, puis après en 15 secondes, puis après en 20 secondes, puis après en 25 secondes. Au début, la rétention, c'est 3 secondes, puis après c'est 5, puis après c'est 8, puis après c'est 12. Au début, l'expiration, c'est 20 secondes, puis après c'est 25, puis après c'est 30. Donc, le même pranayama 12 fois, au début de l'année et à la fin de l'année, il va être 2 fois plus long, 3 fois plus long à la fin de l'année. Et progressivement, les 12 fois qui passaient, ça vous passez 5 minutes au début, ça peut vous prendre 20 minutes ou une demi-heure à la fin. Donc, ici, après une série de pranayama, si après 12 fois vous sentez, vous avez encore l'énergie, vous pouvez refaire 12 fois le même pranayama. Vous pouvez faire 2 fois le pranayama. Mais il ne faut pas le faire trop et finir le pranayama, comme un peu tout le monde est passé par là, moi aussi. Des fois, à un moment donné, on fait une rétention, et puis la rétention devient un peu présente, et je me rends compte que je suis en train de compter plus vite. Quand je vois, moi, mais c'est amusant parce que c'est complètement stupide. Parce que ce qui compte, c'est le temps de rétention, c'est pas le numéro où on est. Donc de compter plus vite, c'est complètement... c'est de la pure mégalomanie. Mais on voit ça. Donc quand je m'aperçois que je commence à compter plus vite parce que la rétention commence à être longue, non, il faut une rétention moins longue. Je n'ai pas besoin de compter vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'ai fait 7, 8, 9 à la fin, c'est que j'ai fait trop long. Donc on doit toujours... On n'a jamais forcé. L'expiration, on ne force pas. On pourrait aller plus loin, comme on dit toujours. Ça, comme dans les arts martiaux, on garde toujours une petite réserve d'air. On expire, mais on ne pousse pas. On pourrait toujours expirer plus. On inspire. On pourrait inspirer un peu plus, on ne le fait pas. Parce que si j'inspire plus, je sens un arrêt qui se fixe cérébralement. J'inspire, ça inspire, un repos. Ce repos qui s'inscrit. J'expire, le repos s'inscrit. Si je pousse l'expiration à la fin, c'est la sensation de limite qui s'inscrit. Donc, on ne pousse jamais ni la rétention, ni l'expiration, ni l'inspiration, donc il n'y a jamais de fatigue. S'il y a une fatigue après un pranayama, c'est très dangereux, c'est-à-dire on a abîmé son cœur, sa région pulmonaire. Il y a beaucoup de gens qui s'abîment. C'est imaginaire d'augmenter la rétention, que ça amène quelque chose. Ça détruit les alvéoles pulmonaires et ce n'est pas très bien fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait de fatigue.